Toc, 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 toc. C'est Mishika. Merci de m'avoir accueilli depuis chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2026. C'est le 130e jour de l'année 2026. Et il reste encore 228 jours avant d'arriver en 2027. Je crois que j'y arriverai. Alors toi? Parole du jour. L'ingratitude décourage la générosité. Par contre, moi, j'exprime toute ma gratitude aux personnes qui contribuent à éclairer mon chemin. Je tiens à dire merci à M. Rapika Loulou pour la confiance, à Madame Lissi et Ghislain pour l'espace qu'ils m'accordent. Et s'il y a aujourd'hui une amélioration du son, c'est grâce à mon bro aussi Chichi. D'ailleurs, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. T'inquiète, yo yebi. Pas ces autres live. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, si vous me recevez depuis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Jean-Sylou Zolo à la réalisation et Christopher Panzo à la prise de vie. Big up maestro. Bienvenue dans notre podcast au micro de Mishika. Ici, les histoires prennent vie. Le voix résonne et les parcours inspirent. Nous vous invitons à plonger au cœur des récits de celles et ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur vécu, ont marqué leur époque et continuent d'influencer les générations. Personnalités emblématiques, figures locales, entrepreneurs, artistes, marques ou entreprises. Chaque épisode met en lumière des destins exceptionnels. Qu'ils soient connus à l'échelle mondiale ou profondément enracinés dans nos communautés. De grandes métropoles ou villages les plus reculés, nous explorons des histoires authentiques, des expériences marquantes et des témoignages puissants qui éveillent les consciences, nourrissent la réflexion et suscitent l'inspiration. Au micro de Mishika, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une rencontre, une découverte, une source de motivation. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous emporter par la force des mots et la richesse des parcours. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires. À travers la chronique de Mishika, nous abordons tous les sujets qui touchent à la société. Tantôt seul au micro, tantôt accompagné d'un co-présentateur. Je poursuis toujours une seule mission, informer, inspirer et faire réfléchir. Au micro de Mishika, le monde parle, on l'écoute. Au sud et à l'est de la forêt du bassin du Congo, se trouve une ceinture de savane sur les cours supérieures du fleuve Congo. Le long de son affluent, la rivière Lualaba, une vaste plaine inondable s'étend sur 200 km de long dans la dépression de Damalondo. Cette zone fertile se trouve au cœur d'une zone peuplée par les Luba. C'est dans cette zone que s'ancre une culture menant à l'établissement d'un royaume Luba. Place à l'histoire. Une cinquantaine de sites archéologiques installés sur les rivages de Lualaba témoignent d'une occupation intense et dense depuis le 7e siècle par les populations issues de l'expansion bantoue. Ces occupations sont démarquées par plusieurs séquences de culture qui se succèdent. Le Kamilambien au 7e siècle, les Kissaliens anciens entre le 8e siècle et 9e siècle, les Kissaliens classiques entre le 10e siècle et le 13e siècle, les Kibambiens A entre le 14e siècle et le 15e siècle, les Kibambiens B entre le 16e siècle et le 17e siècle,
Et enfin, la tradition Luba à partir du XVIIIe siècle. Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire Luba. La tradition Luba qui succède aux précédentes préserve plusieurs éléments de précédentes. Par exemple, des haches cérémonielles de grande dimension indiquent que l'utilisation de symboles de pouvoir similaires à des régalias se transmettent au sein de ces traditions depuis au moins les Kissaliens anciens et sont encore en usage au sein du royaume Luba. Les populations des Kissaliens connaissent d'ailleurs une très forte connaissance, laissant suggérer que de précédentes organisations politiques majeures s'établissent durant cette période. Avant le début de la période Luba, au XVe siècle, le commerce entre les différents royaumes d'Afrique centrale se développe, utilisant des croisettes comme monnaie d'échange. Des coris et perles de verre identifiées indiquent que le commerce à longue distance avec l'océan Indien. Par l'intermédiaire des royaumes de culture Swahili, se renforce. La relation de la métallurgie à l'affirmation d'un pouvoir royal ou au prestige de chef est courante dans le bassin du Congo. Chez le Luba, le fondateur légendaire de la dynastie aurait été un forgeron dont on rappelle la mémoire lors des rituels en un très choquant de masse incline. Il existe une narration qui rencontre l'origine mythologique de Luba et de l'ère dynastie sacrée. Un manuscrit Songi, rédigé par Kitumbi Kangoy, chef suprême de Kalebwe, est traduit en 1976 par Dunja Ersak, relate ce récit. Le preuve linguistique, archéologique et ethnologique et géologique nie les récits. Cet ensemble de données suggère que les Luba ont toujours vécu dans le sud du Congo-Kinshasa et qu'ils ont connu une longue période de stabilité qui leur a permis de se développer. Cependant, certaines interprétations montrent qu'il peut révéler des événements réels. À travers ces mythes, la succession Luba est légitimée et son passé s'élargit. Selon cette tradition orale, Kongolo Mwamba fonde l'empire au début du XVIe siècle, qui serait originaire du nord du pays Songé. La capitale de son empire était Mwibele, près du lac Boa. À cette époque, un chasseur du nom de Ilungambidi arrive de l'est avec les siens et s'installe à proximité de Mwibele. Il est bien accueilli à la cour impériale, au point où il parvient à épouser des demi-sœurs des Congolo. Mais les deux hommes, après avoir collaboré, finissent par se disputer. C'est pourquoi Ilungambidi, retournant sur les terres à l'est de la rivière Lualaba, en abandonnant ses deux femmes. L'une d'elles, Bulanda, donne naissance à Kalala Ilunga. C'était un habile guerrier et chasseur comme son père. Il aide avec succès son oncle Kongolo à agrandir son empire vers le sud. Mais jalousé par Kongolo à cause de ses succès, il rejoint son père en fuite. Tous deux réunissent leurs forces pour venir à bout de Kongolo. Son armée est mise en déroute et l'empereur est tué. Kalala Ilunga succède à Kongolo et construit une nouvelle capitale à Munjo. C'est le deuxième empire Luba agrandi. Kalala a deux fils, Walefu et Chibinda.
Le dernier quittera son pays pour le pays Lunda à la fin du XVIe siècle. Le dimanche passé, nous avons parlé du royaume Lunda. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous allons parler du empire Luba. Kasongo, un des petits-fils de Kalala, lui succède. Mais il doit affronter l'opposition de ses 5 fils qui neutralisent les uns après les autres avant d'agrandir son empire. Selon les historiens, les recherches permettent d'identifier différentes périodes d'activité et identifient une importante transition à la fin du Cambien dans la seconde moitié du XVIIe siècle, donnant lieu à la période archéologique Luba. Cette transition coïncide avec les recherches des historiens qui établissent à la même époque l'émergence de l'État Luba en tant qu'entité politique majeure, pouvant même être qualifié d'empire Luba. Il est toutefois probable que cette emprise relevait davantage d'une emprise symbolique que militaire ou économique. En effet, les données archéologiques démontrent que la force de cet État résidait dans sa capacité à démontrer la légitimité par des symboles et rituels qui prévalent sur une multitude de chefs et sociétés en relation avec le souverain. Cette affirmation du pouvoir est un cas unique de pratique continue en Afrique centrale. À partir du XVIIIe siècle, débute de grandes conquêtes où les Luba affrontent les Songé à la fin du XVIIIe siècle. L'empire atteint son apogée sous la règne de Kumuimba Ngombe. Il est étendu vers la Lualaba et les lacs Tanganyika. L'empire Luba n'est pas entretenu des traditions dynastiques fortes à cause de la rivalité entre ses dirigeants, qui se croyaient chacun doté du droit de diriger, ce qui conduisit à de nombreuses luttes pour le pouvoir et fit à l'origine de sa décomposition ultérieure. C'est malgré un droit du sang où Boulopui, un souverain, pouvait cependant être remplacé par un de ses demi-frères. Chaque souverain choisissait une nouvelle capitale. Finalement, le commerce à longue distance a détruit le royaume de Luba. Dans les années 1870 et 1880, des commerçants arabo-swahili et Zanzibar ont commencé à chercher directement des esclaves et des l'ivoire dans les savanes de l'Afrique centrale. Tentés par l'attrait de profits rapides, les colons européens, en particulier les Belges, ont commencé à faire des raids sur l'empire pour y prélever des esclaves, ce qui a entraîné la destruction rapide du royaume de Luba. Mais c'est une information douteuse. C'est selon, il y a des soupçons que se disent. En 1889, l'empire fut divisé en deux par un différend de succession, mettant fin à l'empire en étant qu'État unifié. L'empire fut ensuite absorbé dans l'État indépendant du Congo et ici. Le Belge qui, bien que tolérant de nombreux abus contre ces pollutions, était opposé à l'esclavagisme des Zanzibar et dont l'intérêt économique était concurrent avec ces de sultanat des Zanzibar. Des soldats Baluba dans le territoire étaient victimes de raids
esclavagistes des Arabo-Swahili et leurs alliés locaux se joignent alors aux troupes de l'EIC lors de la guerre qui éclate au travers de campagnes de l'État indépendant du Congo contre les Arabo-Swahili. La guerre terminée et remportée par l'EIC, les barons Francis Danis soulignera la bravoure des soldats le Baluba dont la contribution a été décisive. Plusieurs causes au déclin de l'Empire ont été identifiées par des chercheurs européens dès la période coloniale. L'élite des successions, l'infiltration dans le royaume des trafiquants arabo-swahili et luso-africains et la pénétration de Belgique, responsable notamment de la révolte des Kasongo-Niembo. Les commerçants de Luba reliaient la forêt du Zaïre au nord avec la région riche en minéraux au centre de la Zambie moderne, connue sous le nom de Copperbelt. Les routes commerciales traversant le territoire de Luba étaient également reliées à des réseaux plus larges, s'étendant à la fois aux côtés de l'Atlantique et de l'océan Indien. À la formation du royaume de Luba, l'économie est devenue complexe et basée sur un système féodal qui redistribuait les ressources agricoles, de chasse et d'exploitation minière parmi les nobles. Les classes dominantes détenaient un monopole virtuel sur les produits commerciaux tels que les sels, le cuivre, le minerai de fer. Cela leur a permis de poursuivre leur domination dans une grande partie de l'Afrique centrale. La religion est traditionnellement basée sur le culte des ancêtres, mais avec l'arrivée des Belges et leur domination politique, une grande partie des Luba se sont convertis au christianisme. Comme dans le royaume de Cuba, le royaume de Luba tenait les arts en haute estime. Un sculpteur détenait un statut relativement élevé, qui était affiché par une hache, qui portait sur son épaule. L'art de Luba variait tout au long du vaste territoire que le royaume contrôlait. Cependant, certaines caractéristiques restaient communes. Le rôle important de la femme dans le mythe de la création et dans la société politique a fait que de nombreux objets de prestige étaient décorés de personnages féminins. Les appuis-têtes des meubles et le bâton cérémoniel étaient d'une grande importance par rapport aux croyances sur le rêve prophétique et le culte des ancêtres. Les rêves étaient censés communiquer le message de l'autre monde. Par conséquent, il était courant d'avoir des figures des prêtresses ornées sur un appui-tête sur lesquels on dormait. Les bâtons cérémoniels, habituellement détenus par des rois, de chefs de village ou de dignitaires de la cour, étaient également sculptés avec des personnages féminins, de double ou jumelés. Des personnages uniques sur des pièces d'art, spécialement des états-majors, représentaient des rois décédés, dont les esprits étaient transportés dans le corps d'une femme. Parmi les Luba, le nom Nkole, Nkole, apparaît dans la tête de chaque généalogie. C'est un titre honorifique avec le sens littéral de puissant. Il a été donné aux 3 patriarches les plus éloignés et inséré symboliquement dans toutes les généalogies. Dans la tradition Baluba, le Kasala est une forme bien définie de slogan ou poésie en vers libre. Il est chanté ou récité, parfois avec accompagnement instrumental, par des hommes et des femmes qui sont des spécialistes professionnels. Il dramatise
des événements publics qui exigent des émotions fortes, comme le courage dans la bataille, la joie collective aux fonctions officielles et les deuils aux funérailles. Dans le style et les contenus, le Kasala est un genre tout à fait différent avec des proverbes, des mythes, des fables, des énigmes, des contes, des récits historiques. Le royaume de Luba avait un corps d'homme de mémoire. Officiellement, qui faisait partie d'un groupe appelé Mbodi. Ils étaient chargés de maintenir des histoires orales associées au roi, leur village et les coutumes du pays. Des parallèles avec le type de fonctionnaires peuvent être trouvés dans le royaume voisin, tels que Kuba et Lunda. Le Lukusa et les documents sous la forme d'une plaquette qui sert de support au récit, les événements, personnages, liés et autres éléments remarquables étaient symbolisés par un objet matériel. C'est un document symbolique de type sémagramme. C'était le résumé sur le vécu de l'histoire de l'Empire Luba. Nous allons maintenant passer au conseil et leçons. Juste après ça. Cap au conseil. Premier conseil, l'unité fait la force. L'Empire Luba a grandi grâce à la solidarité entre le peuple et les clans. Quand une communauté reste unie, elle devient plus forte face aux difficultés. Deuxième conseil, le leadership doit servir le peuple. Le dirigeant Luba était respecté lorsqu'il protégeait la population et assurait la paix. Un vrai leader pense d'abord au bien-être des autres. Troisième conseil, la transmission du savoir est importante. L'histoire, les traditions et les valeurs étaient transmises oralement de génération en génération. Cela nous apprend à préserver notre culture et partager nos connaissances. Quatrième conseil, la discipline et l'organisation mènent au progrès. L'Empire Luba possédait une bonne organisation politique et sociale. Dans la vie aussi, la discipline aide à atteindre les objectifs. Cinquième et dernier conseil, la richesse sans sagesse peut détruire un royaume. Les conflits internes et les rivalités ont affaibli l'Empire. Cela montre que l'orgueil, la division et la mauvaise gestion peuvent faire tomber même les plus grandes puissances. Laissons-nous emporter par ces morceaux musicaux avant de basculer dans la chronique de Misika. Merci de rester pour les comptes de notre chronique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour moi. Il s'agit de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est aujourd'hui l'un des sujets les plus importants dans le développement d'un pays, d'une province, d'une entreprise ou même d'une communauté. Beaucoup de nations possèdent des richesses naturelles, des talents et des opportunités. Mais malgré cela, elles restent confrontées à la pauvreté, au chômage, à l'insécurité ou encore au manque d'infrastructures.
La vraie question est souvent celle-ci. Comment ces ressources sont-elles gérées? C'est là qu'intervient la notion de bonne gouvernance. La bonne gouvernance ne concerne pas seulement les autorités politiques, elle concerne aussi les citoyens, les jeunes, les responsables, les entrepreneurs et chaque personne qui exerce une responsabilité dans la société. Et voici, nous allons décortiquer chaque point. Le premier point s'agit de comprendre la bonne gouvernance. Tu ne peux pas faire quelque chose si tu ne le connais pas. Alors, il faut d'abord apprendre sur la chose avant d'y entrer. Là, tu auras déjà un pas en avant. La bonne gouvernance est une manière saine, honnête, transparente et responsable de gérer les affaires publiques et les ressources d'une communauté. Elle signifie que ceux qui dirigent doivent travailler pour l'intérêt général et non pour leurs intérêts personnels. Une bonne gouvernance se reconnaît lorsque les décisions sont prises dans la transparence. Les ressources publiques sont bien utilisées. La justice fonctionne correctement. Les citoyens sont écoutés. Les dirigeants rendent compte de leurs actions. Dans une société bien gouvernée, les citoyens sentent que leurs droits sont respectés et que les efforts de chacun peuvent produire des résultats positifs. Le deuxième, c'est les piliers fondamentaux de la bonne gouvernance. Nous avons plusieurs points sur le pilier fondamentaux de la bonne gouvernance. Nous avons d'abord la transparence. La transparence signifie travailler dans la vérité et la clarté. Les citoyens doivent savoir comment les décisions sont prises et comment l'argent public est utilisé. Lorsqu'il n'y a pas de transparence, la corruption augmente. Les détournements deviennent fréquents. La population perd confiance. La transparence renforce la confiance entre les dirigeants et la population. Deuxième point, la responsabilité. Un bon dirigeant doit assumer ses actes et accepter d'être évalué. Lorsqu'une erreur est commise, il doit pouvoir expliquer et corriger. La responsabilité permet une meilleure gestion, le sérieux dans le travail, le respect des engagements. Une société avance lorsque chacun prend les responsabilités au lieu de rejeter constamment la faute sur les autres. La justice et l'égalité. La bonne gouvernance exige que tous les citoyens soient traités équitablement. La justice doit fonctionner sans favoritisme, sans corruption et sans discrimination. Les riches comme les pauvres doivent être égaux devant la loi. Quand la justice devient faible, les conflits augmentent. La population se décourage. L'injustice crée la colère sociale. La participation citoyenne. Une société ne peut pas progresser si seuls les dirigeants parlent. Les citoyens doivent participer. Oui, participer aux débats, aux élections, aux décisions locales, aux initiatives communautaires. Les jeunes doivent aussi apprendre à s'exprimer de manière constructive et responsable. Cinquième point, le respect des lois. La loi doit être respectée par tous. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Quand les lois sont respectées, l'ordre s'installe. Les investisseurs ont confiance. Les institutions deviennent fortes. Troisième pilier, les conséquences de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance produit plusieurs conséquences graves.
Premier point, la corruption. Quand les dirigeants privilégient leurs intérêts personnels, l'argent destiné au développement disparaît souvent dans des détournements. Ouf. La corruption ralentit. La corruption ralentit la construction des routes. La corruption ralentit les projets sociaux, les écoles, les hôpitaux. Deuxième point, le chômage et la pauvreté. Une mauvaise gestion économique réduit les opportunités pour les jeunes. Beaucoup de diplômés restent sans emploi, malgré leurs compétences. Cela pousse parfois certains jeunes à perdre espoir, à tomber dans la délinquance. Nous voyons plusieurs colonies aujourd'hui, à quitter leur pays même. Troisième point, le manque d'infrastructures. Dans plusieurs endroits, les routes sont dégradées, surtout chez Matadi. Ouf. Les écoles manquent d'équipements. L'électricité et l'eau restent insuffisantes. Pourtant, certaines ressources existent, mais sont mal gérées. Troisième point, la perte de confiance. Quand la population ne croit plus aux dirigeants, les tensions augmentent, les conflits deviennent fréquents, les citoyens se désintéressent de la vie publique. Une nation divise. On dit souvent une nation divisée progresse difficilement. Quatrième pilier, les avantages de la bonne gouvernance. Dans les avantages de la bonne gouvernance, nous avons plusieurs points. Premier point, le développement économique. Une bonne gouvernance attire les investisseurs, les entreprises, moi-même le projet de développement. Cela crée des emplois et améliore les conditions de vie. Deuxième point, la stabilité sociale. Quand les citoyens sentent que la justice existe et que leur voix compte, la paix sociale devient plus forte. Troisième point, l'amélioration des services publics. La bonne gouvernance permet de construire des écoles, d'améliorer les hôpitaux, de moderniser des routes, de renforcer la sécurité. Quatrième point, la confiance entre l'État et la population. La confiance facilite la collaboration entre les autorités et les citoyens. Un peuple qui a confiance participe plus facilement au développement du pays. Cinquième pilier, le rôle de jeunes dans la bonne gouvernance. Oui. Les jeunes représentent l'avenir de la société. Ils ne doivent pas seulement attendre le changement. Ils doivent aussi devenir des acteurs du changement. Les jeunes peuvent contribuer en refusant la corruption, respectant les lois, développant l'esprit critique, participant aux initiatives positives, promouvant les bonnes valeurs sur les réseaux sociaux et dans la communauté. La bonne gouvernance commence aussi dans les plus petites habitudes quotidiennes. L'honnêteté, la ponctualité, le respect envers les autres, les sérieux dans le travail. On voit plusieurs jeunes qui ne sont pas sérieux dans leur travail, dans les lieux de travail. Et ils sont là premiers à critiquer les villes. Et pourtant, ce sont eux-mêmes qui sont la cause de cette mauvaise gouvernance. Sixième pilier, la bonne gouvernance. Oui, la bonne gouvernance dans la vie quotidienne. La bonne gouvernance ne concerne pas seulement l'État. Elle peut aussi exister dans les familles, dans les écoles, dans les églises, dans les associations, dans les entreprises. Un responsable honnête inspire les autres. Oui, si votre chef, il est honnête, il peut aussi vous inspirer. Une bonne gestion commence souvent par des petits comportements. Nous devons savoir et retenir que la bonne gouvernance
est la base du développement durable et du progrès social. Aucun pays ne peut avancer durablement sans transparence, sans justice, sans responsabilité et sans respect des lois. Le changement ne dépend pas uniquement des dirigeants. Chaque citoyen a une part de responsabilité dans la construction d'une société meilleure. Développer un pays, ce n'est pas seulement avoir des richesses. Non, c'est surtout savoir bien gérer ces richesses au profit de toute la population. Place au présent au conseil, tout juste après ça. Oui, nous avons plusieurs conseils à donner aujourd'hui. Premier conseil, soyons honnêtes dans nos responsabilités quotidiennes. Oui, soyons honnêtes. Si tu fais une erreur aujourd'hui, tu peux les répéter demain. Alors, soyons honnêtes. Deuxième conseil, refusons la corruption sous toutes ses formes. Oui, c'est ça qui tue, surtout la jeunesse aussi d'aujourd'hui. Troisième, respectons le bien public. Surtout ça, c'est ça que moi j'aime. Il faut respecter le bien public. Vous allez voir, il y a des gens, on a mis des lampadaires publics, mais ils sont eux les premiers à venir les détruire. Ils sont eux les premiers à voler des câbles, à voler des tuyaux. Quatrième conseil, encourageons le dialogue et la vérité. Et cinquième conseil, soutenons les initiatives positives pour le développement. Sixième conseil, éduquons les jeunes aux valeurs de responsabilité et d'intégrité. Surtout ça, c'est très capital. Chers jeunes, il faut avoir la valeur aux yeux des autres. Laissons retenir. Nous allons savoir que la bonne gouvernance est la clé du développement. Oui, la bonne gouvernance est la clé du développement. Nos politiciens peuvent beaucoup dire, bondir, parler français là-bas, mais s'il n'y a pas la bonne gouvernance, il n'y aura pas un changement. S'il y a toujours des corruptions, il n'y aura pas un changement. Il n'y aura pas de développement. Un mauvais leadership peut détruire les opportunités d'une nation. Nous le voyons aujourd'hui dans plusieurs chefs d'État. On ne parle pas seulement de l'Afrique, on parle même de l'Europe, voire même de l'Amérique. Si déjà la tête des aéroports là, rappelle-toi que au lundi, ce sera le même. La transparence construit la confiance. Si un bon leader est transparent envers ceux qu'il dirige, ceux qu'il dirige auront confiance en lui, sans même qu'il puisse leur demander d'avoir confiance. Une autre leçon, chaque citoyen peut contribuer au changement. Oui, chaque citoyen peut contribuer au changement. Si aujourd'hui on dit que non, aujourd'hui je vais pas jeter des châssis plastiques. Aujourd'hui je vais pas détruire de lampadaires publics. Aujourd'hui je vais pas déterrer des tuyaux. Aujourd'hui je vais pas voler des câbles SNEL. C'est une contribution au changement. Notre conseil, le progrès commence par les bonnes valeurs et les bonnes décisions. Ouais, si tu décides aujourd'hui que tu vas pas faire du mal, si tu décides aujourd'hui que ce que tu faisais hier, que tu trouvais que c'était bon, si tu décides aujourd'hui que la corruption est mauvaise, sache que c'est déjà un pas de changement. C'était le point de
conseils et leçons que nous avons tirés sur la bonne gouvernance. Si on cite les hommes les plus intelligents au Congo, je sais qu'il en fait partie. Lui, c'est Trésor Léo, mon ami et frère. Sans oublier le jeune ingénieur agronome qui connaît bien la terre. Lui, c'est Ombro, Némi Konko, Yo Yebi. J'allais venir, mais félicitations d'avance. T'es dit que vous avez le pain bien. Je salue l'une de nos internautes qui nous suivent régulièrement. Il n'oublie jamais nos épisodes. Elle, c'est Jessica Nkete. Ma petite, je te salue, la future finaliste. Et quand on parle de femmes battantes, elle en fait partie. Oui, il s'agit de Yashimen Mamana Dinades. Bambotenayo. Comme on dit toujours, je ne peux pas terminer mon émission sans saluer ceux qui sont là pour m'accompagner. Oui, il s'agit de l'ingénieur Jean-Célou Zolo à la réalisation et Christopher Panz à la prise de vie. Rappelez bien, nous disons toujours cette phrase à retenir. Liberté, indépendance, valeur. C'était Misika au service de la nation. Pour vous et pour toujours. Big up!